Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, donc je suis Fabien Marquez en fait. Je suis artiste visuel qui pratique principalement de la photographie et un peu la vidéo. Mais bon, bon, mon travail est aussi autour de l'image photographique. Donc voilà. Est-ce que le contenu du mémoire artistique devrait être spécifique aux écoles d'art? Euh, c'est une grande question. Euh, je pense que le mémoire artistique a grandement sa place dans, dans l'école d'art, mais peut-être doit être en lien avec d'autres cursus pédagogiques ou d'autres formes d'apprentissage. Donc peut-être le mémoire artistique, qu'on y pense, on l'associe forcément peut-être à une étape liée à un cursus en école d'art, mais on peut s'interroger sur quelle est sa place en correspondance avec un cursus universitaire ou un cursus purement artistique ou même un acte isolé avec d'autres cycles d'apprentissage. Donc je m'interroge juste par rapport à ça. Mm. Faites-vous une différence entre artiste et chercheur en art? Euh, bah, Entre écrit d'artiste et mémoire? euh, je pense que la différence, déjà, elle est sur un plan lexical. Le mot, on fait un chercheur et un artiste. C'est ça qui est assez intéressant. Alors que je pense que la différence a été peut-être une différence historique, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'artiste est devenu chercheur par, par le changement de sa pratique lié à l'art moderne et après à cette époque postmoderne, ou est-ce que il n'est pas devenu chercheur malgré lui en fait. Maintenant, on dit beaucoup, hein, enfin, dans la culture anglo-saxonne, on parle d'artiste avec un PhD, avec un doctorat. Du coup, finalement, est-ce que l'artiste malgré lui, parce qu'on est rentré dans un processus donc, de diplômant qui s'est uniformisé, en Europe en tout cas, et donc, malgré lui, l'artiste devient chercheur car un certain cadre l'impose à presque s'orienter vers la recherche. Paradoxalement aussi, les pratiques artistiques ayant changé, est-ce que ce n'est pas voilà, une sorte d'hybridation des pratiques, la disciplinarité n'a pas amené à fait que du coup peut-être une pratique artistique basée sur la forme évoluer d'une manière plus conceptuelle et donc amener à l'artiste à s'interroger littéralement, théoriquement sur sa pratique. Donc, Revient-il à l'artiste étudiant d'investir le champ de la recherche revenant au chercheur en art dans le cadre de son cursus d'études? par exemple, je n'ai quasiment très peu de connaissances sur qu'est-ce qu'est l'état de la recherche en école d'art ou en université pratiquant des diplômes à dire à consonance d'art plastique par exemple. Je n'ai très peu de connaissances de ces types-là en France. Car, je suis diplômé d'école d'art de Glasgow, d'école d'art de Bruxelles, et en promenant à un cursus britannique, je pense qu'il y a déjà une tradition du fait que l'artiste lui-même, au sein de l'université, a sa place en tant que chercheur. Alors ça, c'est peut-être des choix au niveau des écoles d'art et des universités. Du coup, il trouve sa place. Alors, est-ce que cette place est légitime? Quelle est la différence entre, on en revient en même avec ces questions-là, est-ce que un chercheur, on va dire d'un point de vue classique ou historique,
a été substitué ou peut se substituer à, quelqu'un qui le fait dans notre contexte. Je pense que la chance, et là je parle d'un celui-là personnel, d'être en école d'art, c'est qu'on arrive encore, peut-être aujourd'hui, encore à avoir des profils humains qui soient assez singuliers. En fait. Ce qui veut dire que au cours de, de cet apprentissage, de ce cursus de diplômant, d'enrichissement de connaissances, au final, on se retrouve avec on va dire, deux entités totalement différentes. Ce qui veut dire que finalement, ces entités doivent rester singulières et doivent au final coexister. Quelqu'un qui a un cursus de 5 ans en histoire de l'art, qui va s'orienter sur je sais pas, l'art conceptuel américain dans les années 70, quelqu'un de très pertinent pour devenir un très bon théoricien, d'être un accompagnant d'artistes dans leur parcours, mais n'a qu'une expérience, n'a pas un lien direct à un environnement artistique purement pratique que peut avoir l'artiste. Un artiste travaille, enfin, la plupart du temps, à propos d'une expérience personnelle, sur le ressenti, même si c'est un travail qui peut s'avérer un gros travail de recherche avec des constantes théoriques. Malgré tout, la forme finale reste une forme plastique. Donc, l'écrit, du coup, ne vient peut-être qu'après ou pendant, mais n'est pas une finalité. Donc, du coup, je pense que oui. Enfin, moi, je vais être assez catégorique. Je pense que au sein d'une, enfin, on ne peut pas donner la totalité d'un devoir, enfin, d'un processus de recherche, de recherche tout simplement, à purement des universitaires, mais je pense que l'artiste, avec ses défauts, avec ses aspérités, vient avec autre chose. Après, est-ce qu'on peut le faire, peut-être des questions qui viennent après, de quelle forme on peut le faire? Est-ce qu'un artiste est capable d'écrire une thèse je sais pas, de 50 pages quelle est la forme de ça voilà. Est-ce que le contenu d'un carcan de recherche ne peut pas être handicapant pour cette entité qui est l'artiste, qui est singulière? Je pense que la forme est essentielle. Quelle est la forme? Alors encore une fois, d'un point de vue personnel, dans mon premier diplôme à Glasgow, c'était assez nouveau. Depuis quelques années, il existait voire trois formes de présentation de mémoire, qui s'appelait la thésis. Une fausse traduction de la thèse, enfin bon, la thèse de mémoire. La première était celle qui existe en France, qui était un papier, une communication d'une page prédéfinie, sur un thème totalement libre, qui, la plupart du temps, doit ou est en lien, c'est aussi on peut en parler après, avec la pratique de l'étudiant. Également, et ça c'est une nouveauté, l'artiste pouvait présenter ses propres œuvres agrémentées d'une présentation avec des apports théoriques. Donc là on est vraiment proche de quelque chose qui est plutôt hybride en fait, avec un dossier personnel qui est présenté, une forme assez libre aussi, mais agrémenté, avec un accent sur la recherche liée à des formes plutôt plastiques. Paradoxalement, on peut se dire, moi je l'ai connu, très peu d'étudiants ont pris le risque de se lancer sur ce dossier ouvert. Alors pourquoi? Je pense que moi j'ai un ami qui l'a fait, je peux pas savoir. Il a pris le risque, je crois qu'il regrette un peu parce que on pense que c'est une forme qui est assez libre pour les artistes, du coup, qui est peut-être plus proche d'un processus de travail, mais finalement, dans un cadre académique, on peut se retrouver peut-être
un peu perdu parce malgré tout, enfin, je pense que l'école d'art reste quand même, on reste dans un cadre finalement. Et malgré tout, on a tendance à, peut-être paradoxalement et peut-être inconsciemment, rentrer dans des codes au cours d'une année, 2 années, 3 années, 4 années. On embrasse certains codes. Parce que du coup, parce qu'on aussi on lit beaucoup, on fait des recherches, et du coup on assimile aussi des codes qui sont des codes liés à un passé universitaire ou de la recherche du coup. Et du coup, après avoir assimilé au bout de 3 ans ou 5 ans un diplôme, on se retrouve presque perdu en disant oui, vous pouvez faire un mémoire mais d'une manière totalement libre. Et du coup, l'artiste peut après sentir, dire ah oui, même ça, du coup, je sais presque plus le faire. Alors ça, c'est une bonne question. Quelle forme peut-on trouver? Euh, je pense que des formes encore plus complexes peuvent être élaborées. Je pense que ça peut être une sorte d'ouvrage, hein, ça peut rentrer peut-être un livre d'artiste, parce que du coup, voilà, le document et le texte là peut être pensé différemment, du coup, sans aller au-delà d'une pratique personnelle, mais ça peut être vraiment une vraie, voilà, une sorte de vraie publication. À ce qu'après, voilà, ça peut pas vendre mémoire, parce que du coup, un livre d'artiste peut avoir une consonance théorique de recherche qui soit extrêmement importante. Du coup, ça permet encore une fois, on se met encore à recadrer, parce qu'on revient encore dans les formats, le livre d'artiste, le livre théorie, avec du document, du texte, bon, voilà. Encore une fois, quelle forme est-ce que, moi, d'une manière, peut-être aussi, je vais donner mon avis, tranché, moi je crois pas à une forme extrêmement libre, ça c'est très personnel. Je pense que, malgré tout, dans le cursus académique, je pense que euh, qu'une forme établie aide, je pense, l'étudiant. Je ne suis pas sûr que tous les étudiants aient une maturité, même au bout de 5 ans, à pouvoir s'exprimer d'une forme libre face aux mémoires. L'étudiant dans son mémoire doit-il parler de son propre travail? Oui, mais ça c'est une question essentielle, hein. Encore une fois, je pense qu'elle relève. Je pense que les deux formes doivent exister. En fait. On doit laisser une liberté totale à un étudiant de pouvoir choisir l'axe de recherche. Euh, Ça peut être totalement l'œuvre d'un seul artiste. Euh, Moi je suis bien placé parce qu'à Glasgow, mon mémoire était lié sur un artiste, hein. C'était Jeff Wall et la photographie moderniste. Voilà. Donc, voilà. C'était un choix très clair, hein, sur un sujet voilà, qui a interrogé pas mal d'autres, qui a apporté d'autres questions, mais sur l'usage de la photographie en lien avec plein d'autres choses. Mais c'était un choix, voilà, qui était paradoxalement en lien total avec mes images, mais j'avais une volonté d'explorer, d'avoir un œil critique sur un artiste, Jeff Wall, qui en plus, alors là on peut même faire un parallèle, qui en soi lui se considère comme un artiste et à la même fois un théoricien, et qui en même temps joue un peu des deux. Et ça on pourra en parler après. Et, paradoxalement, encore une fois, je vais encore revenir sur un cas concret, qui est mon cas. Lors de mon master, là j'ai décidé d'écrire un mémoire sur voilà, là, l'image de guerre, comment, voilà, sur la capacité du médium photographique à photographier un événement tragique. Alors là, du coup, j'avais pris typiquement le questionnement que portaient mes images. Donc là, il y avait une sorte de lien voilà, inhérent à ma pratique. Voilà. La question portée sur ma mémoire était la même question portée sur mes images. Donc là, c'était quelque chose qui était totalement voilà, lié fortement. Et encore une fois, je pense que les deux peuvent exister. Je pense que dans ce cas-là, alors je prends le deuxième cas, le mémoire artistique vient, je pense, vraiment nourrir totalement la pratique du futur artiste, de l'étudiant, de l'artiste, de l'étudiant, comme on veut, parce que je pense qu'en tant que Camille, il est déjà presque artiste. Je pense que, malgré tout, je pense que là, on est vraiment dans quelque chose qui est simple, parce que du coup, le mémoire vient totalement véhiculer les idées. Voilà. Alors, encore une fois, on peut faire une digression sur la manière comment un artiste peut travailler. Alors là, encore une fois, je pense que
le contenu du mémoire artistique est fortement lié à la manière dont l'étudiant aussi a un processus de travail. Dans mon cas, mon travail est lié fortement à la recherche, donc la recherche amène l'image. L'image n'est qu'un quelque chose qui arrive en fin de cycle, qui est le résultat d'un grand processus. Voilà. Ça, c'est un processus qui, forcément, est presque du pain béni pour une sorte de. Pour la forme qu'est le mémoire, le mémoire artistique. Parce que du coup, tout est interconnecté, le mémoire vient nourrir les images, peut presque illustrer le mémoire artistique. Mais est-ce que vraiment le cas pour tout le monde? Non. Quelqu'un qui a une approche totalement formelle, qui est intéressé par la forme, qui a une approche beaucoup plus personnelle de sa pratique, qu'est-ce qui se passe? Écrire sur sa pratique alors que moi je viens quasiment me donner personnellement ma pratique, je me mets à nu, au prof au figuré. Est-ce que là le mémoire apporterait quelque chose? Encore une fois, comment on pourrait se mettre à nu une deuxième fois? Là je pense que ça peut être assez compliqué. Parce que du coup, le fait de choisir, voilà, que mémoire devient une sorte d'analyse, peut être, ouais, peut venir perturber autant que peut venir nourrir finalement à la pratique. Il peut aussi avoir une sorte d'imposibilité, une sorte de volonté totale de créer du lien, alors que non, ce n'est pas possible. On peut pas. Certaines œuvres ne demandent pas un apport théorique énorme. Enfin, tout est là, un détournement d'objets. Je ne vais pas inventer une pratique qui n'est pas la mienne, mais on pourrait donner des exemples. Hein. Qu'est-ce que cette pratique, enfin, en quoi le mémoire peut être interconnecté à l'œuvre à présenter par l'étudiant. Hein. Comment doit-on évaluer le mémoire? Note éliminatoire, ou peut-on imaginer une soutenance comme une performance? Les questions de notation, d'évaluation d'un mémoire artistique, peut-être doivent prendre en compte justement quelle est la capacité réelle d'un étudiant à pouvoir s'exprimer de manière d'une forme écrite face au mémoire. Je pense que peut-être beaucoup d'étudiants n'ont pas toutes les capacités pour y arriver, alors que ce sont des très bons plasticiens. Et ça, comment le prendre en compte, je ne sais pas. Je pense que je n'ai pas de solution. Est-ce que, parce qu'on ne peut pas pendant 5 ans ou 3 ans avoir des cours intensifs, on peut pas. Il n'y a pas de. Alors si, il y aurait peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est peut-être dès la première année avoir peut-être une sorte de. Ce qui se fait au RMI en fait, que je vois ça. Dès la première année, devoir écrire déjà des petits mémoires, des petits essais, histoire d'avoir une certaine facilité, alors qui ne sera pas le cas de tout le monde, mais déjà initier l'écrit serait déjà une partie intégrante peut-être de la formation. Mais dès le début en fait. Hein. Et on pourrait même se dire pourquoi, alors c'est peut-être le cas, je ne sais pas comment se passe un concours en France, mais déjà formuler clairement à l'écrit une démarche presque dès le concours. Hein. Et c'est le début d'une sorte arriver à formuler. Après, forcément, tout le monde n'arrive pas avec les mêmes bagages. Hein. Et du coup, si on veut garder, alors c'est ça, forcément, est-ce qu'on veut garder une certaine pluralité dans les étudiants en art? Si c'est le cas, on aura toujours des gens, si quelqu'un qui a fait un CAP de menuiserie, c'est sûr qu'il va être un excellent artiste avec un regard sur le monde de 25 ans ou de 26 ans, avec un regard sur le monde génial, mais il ne va pas vous écrire un essai de 30 pages. Et ça, comment on fait? Est-ce qu'on craint pas ce droit? Parce que si on parle aussi, si on vient évaluer quelqu'un, il y a aussi une question d'égalité. Comment créer un système égalitaire? Parce que comment on pourrait pas se dire oui mais bon il y a un système qui est là, pourquoi quelqu'un qui n'a pas des capacités, de quelle manière? Alors trouver un lien qui puisse mettre à égalité l'écrit total et peut-être une autre forme.
comme on en a parlé tout à l'heure, est-ce que la forme, oui, la performance peut être là, mais malgré tout, comment faire cohabiter les deux pour que les deux soient placés sur la même ligne? Comment une performance ou d'autres formes plus directes peuvent être mises à égalité par rapport à un écrit? Et je pense que encore là, on vient de toucher un peu le culturel. Est-ce que finalement l'écrit n'est pas la forme la plus... Et là, on est dans quelque chose, plus ou moins en France. Hein, qu'est-ce que, là, quelle est la place de l'écrit dans la société? L'écrit, c'est la forme, presque même au-delà presque du verbal, la forme totale d'érudition. Enfin, la figure de l'écrivain, c'est quand même, voilà, là on touche aux lumières, on touche à plein de choses. Donc je pense qu'on part déjà avec un écart déjà qui est là. On mettra toujours l'écrit au-dessus d'autres choses. Donc du coup, paradoxalement, est-ce que l'étudiant qui viendra faire une performance face au jury, est-ce qu'il aura, il aurait, est-ce que, je m'interroge aussi, est-ce qu'il n'aurait pas déjà une certaine forme de condescendance un peu voilée, hein, même inconsciente en fait, hein, par rapport à ça, face à l'étudiant avec un bel écrit, voilà, classique. Ouais, ça je m'interroge sur ça. Qui doit juger la recherche? Autant on parle de la manière de la création de mémoire, autant la forme est plurielle, mais également dans la forme d'acquisition d'un écrit, encore une fois, je pense que l'artiste aussi va lire un écrit totalement d'une manière différente qu'un universitaire. Et je pense que c'est intéressant. Je pense que l'universitaire va, lui, rentrer dans des codes qui sont théoriques, qu'il connaît. Il sait... voilà, il connaît, on sait qu'est-ce que c'est qu'un écrit, qu'un essai, on connaît la forme structurelle d'un mémoire, on l'analyse autrement inconsciemment. Lui, l'artiste, va directement créer une sorte de calque dessus. Pouf, il a déjà créé une certaine distance. Parce que déjà, autant écrire, c'est difficile. Demander à des artistes, beaucoup d'artistes, leur perception de lire des essais. Moi j'ai un ami artiste qui est brillant, il prend un mois pour lire 10 pages, parce qu'il y a une difficulté d'assimilation, c'est prendre beaucoup de temps à lire, à relire. L'acte devant le texte est différent, et du coup un jury c'est la même chose en fait. Et donc du coup, il doit avoir cette sorte de pluralité. Je pense que ça, c'est totalement essentiel. Et au contraire, on ne doit pas laisser les plasticiens juger les formes plastiques et les universitaires ou les chercheurs juger la forme du mémoire. Là, ça se trouve trop. Les étrangers rencontrent très souvent des difficultés à rédiger leur mémoire. Pour eux, comment voyez-vous cet accompagnement de l'écriture à leur mémoire? D'accord. Bah, c'est une question qui est extrêmement intéressante et qui me touche aussi parce que j'ai été étranger dans une école d'art étrangère et donc j'ai écrit un mémoire dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle. Et ça, c'est très compliqué. donc voilà. Et la question le dit bien, l'accompagnement est là, est essentiel. Et je pense que c'est voilà, encore une fois, on déjà compare avec un passif totalement différent face à l'écrit, et en plus si on rajoute ce poids énorme qui est issu de l'expression par la langue, alors là c'est plus un petit fossé, c'est une falaise qu'on a entre les deux. Parce qu'aller exprimer des idées claires, nettes, précises, déjà dans votre langue c'est compliqué, alors dans une langue qui n'est pas la vôtre, ça le devient encore plus. Et là je pense que l'accompagnement est essentiel. J'ai encore revenu à mon expérience personnelle, à l'école d'art de Glasgow, à la Glasgow School of Art, il y avait un département lié à l'aide aux étudiants étrangers pour l'écriture en parlant des mémoires. Avec des gens embauchés à plein temps qui étaient des sortes de tuteurs, qui suivaient les mémoires, voilà, avec de la relecture, avec des aides presque pédagogiques, voilà, au niveau de la syntaxe, de la formulation. Et je pense, alors là, encore une fois, on touche la question de moyens. Comment une école d'art l'école d'art se veut l'international, parce qu'on a uniformisé les diplômes. Donc du coup, on crée
paradoxalement de l'échange, hein. Mais comment ça se passe? C'est bien d'avoir des Allemands, des Français, on est en Europe, hein, même en Europe, hein, sans aller au-delà même de l'international. Comment ça se passe? Comment on fait pour évaluer un étudiant étranger? Quelle chose la langue? Est-ce que comment ça se passe? Par exemple, euh, alors là je place on était à Bruxelles, dans une école flamande. L'étudiant flamand pouvait écrire donc en flamand son mémoire, voilà, ou en anglais. Voilà. Alors où se trouve encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de filtre qui se passe? Forcément, un correcteur qui va lire quelque chose dans sa langue maternelle, dans ce cas-là il est flamand, comment va-t-il lire le mémoire d'un étranger qui sera en anglais? Il y a déjà, il y a l'assimilation du, euh, du, euh, du, euh, comment dire, du correcteur et également l'assimilation de l'étudiant qui a écrit. Où doit-on, comme en France c'est le cas, en France on protège notre langue, on doit forcer les étudiants à écrire en français. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'un jour en France on dira, ben non, du coup si vous voulez, vous pouvez écrire en anglais? Est-ce qu'on en du coup, mais là même on va au-delà, du coup le mémoire pourrait être au point de départ d'une réflexion de quelle manière pour l'accueil des étudiants étrangers, de quelle manière on enseigne? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un cours en école d'art en anglais en France? Voilà. Et du coup le mémoire là ça devient presque un catalyseur de ça, de ces questions, parce que le mémoire lui on n'a pas le choix. Autant à l'écrit, bon, ouais, on a l'impression de dire l'art visuel, enfin le langage plastique n'a pas de mots. Du coup, en atelier, bon, voilà, on peut se passer peut-être de plein de choses. Mais du coup, je pense que c'est intéressant le mémoire artistique, la manière dont on veut le mettre il est tel qu'il est aujourd'hui en école d'art. Est-ce qu'il ne serait pas un catalyseur à une réflexion globale de qu'est-ce que ça veut dire qu'un enseignement global? Parce que c'est bien, on a fait Erasmus depuis 10 ans, bah, puisque ça, qu'est-ce qui se passe quoi, enfin, après ça par exemple, en quoi Erasmus a fait bouger les lignes à ce niveau-là? Je sais pas. Encore une fois, je questionne, je sais pas. Que faire du mémoire après le diplôme? Oui, bonne question aussi. Je pense que ça doit rester un outil important. Euh, il peut être demandé, je pense. Je vais encore une fois un parallèle personnel. Euh, donc tu es artiste, j'ai aussi une activité d'enseignant en école d'art ici à Calais, un artiste intervenant. Je pense qu'on m'a demandé, je crois que ça m'est déjà arrivé, on m'a demandé quel était votre sujet de mémoire. Voilà. Je pense que ça peut donner aussi, alors rien que le titre peut donner aussi une indication à en quoi l'artiste et quel est son intérêt. Je pense que, alors du coup cette situation elle reste, qu'est-ce qu'elle devient moi je sais, par exemple, je sais que mon mémoire m'a servi il y a un an lors d'une présentation publique. Voilà, c'était le point de départ. Du coup, ça ressemblait beaucoup à une conférence qui devient académique. Alors du coup, l'artiste, il se transforme presque plus en universitaire, parce qu'il se met presque à lire son mémoire mot pour mot face à l'auditoire, qui lui aussi à la base formaté pour ça. Alors, je pense que oui, c'est un outil. Si l'étudiant a réussi à se l'approprier, oui. Après, sous quelle forme, du coup du coup, la forme la plus classique, oui, elle est encore une fois facilement transposable parce qu'on a créé des formats qui sont facilement transposables. Un mémoire peut se transformer en communication, peut se transformer en conférence. Est-ce qu'une autre forme est une nouvelle fois pas? Mais ça, c'est passionnant. Du coup, comment utiliser une forme qui est un peu embryonnaire et qui est aussi hybride? Ça, c'est intéressant. C'est ça. Je pense que finalement, les questionnements sur les formes du mémoire artistique peuvent questionner aussi les questions après, on va dire, de l'artiste émergent au niveau par l'utilisation, parce que je pense que le mémoire artistique aussi il sert beaucoup à une source, je serais en train de dire, comme une sorte de pare-feu un peu à la suite. Hein. C'est le mémoire qui vient dire, allez, moi je suis artiste jeune diplômé depuis 1, 2, 3 ans, et j'ai un peu un pare-feu, parce que je sais quand même parler un peu des choses autour de moi. Et ça, ouais, ça, je pense pour ça, il aide. Parce que paradoxalement, on critique aussi, il y a beaucoup que ça c'est
contemporain. On a tendance à critiquer les étudiants en art en première, deuxième année, disons, oh, non, les étudiants en art, ils n'ont aucune connaissance de l'art classique, de l'histoire de l'art, une connaissance zéro. Voilà. Après, on ne peut pas aussi, enfin voilà. Je pense que le mémoire artistique est là aussi pour, une fois, peut-être aussi parer aussi à certaines critiques extérieures liées et critiques qui viennent souvent aussi peut-être du monde académique, hein, qui un peu dit oui, alors, nous on a quand même des connaissances un peu plus voilà. Nous sommes à la conclusion. Qu'est-ce Oui. que vous voulez dire de cet entretien sur le mémoire artistique? Ben, je pense que en guise de conclusion, je pourrais dire que la question du mémoire en école d'art, pour ouvrir un peu le débat, pose la question d'aujourd'hui de la formation artistique en général et qu'est-ce qu'un artiste aujourd'hui diplômé. Je pense qu'on arrive de plus en plus aux des artistes qui font un diplôme et qui font aussi un post-diplôme. Donc on devient presque des artistes doctorants. Ça devient pas une norme, mais on est de plus en plus à faire 5, après 6, 7, 8 ans. Donc on en revient un peu à ce terme-là, artiste, PhD, des artistes avec des artistes doctorants. Et je dirais, est-ce qu'un artiste doit être une forme encore élevée, un docteur? Est-ce qu'on est censé être tous des docteurs, machin, artistes? Je sais pas. Je pense que malheureusement, enfin, à vouloir peut-être, voilà, et encore une fois, moi ma pratique est vraiment liée à la théorie, donc je me fais un peu presque avocat du diable. Je dis, est-ce que on n'aurait pas tendance presque aussi à niveler, à créer une manière plus globale, peut-être une frontière aussi avec un public plus large, parce que plus on arrive à un discours qui soit construit, mais qui devient théorique, mais si ce discours théorique devient nébuleux, qu'est-ce qu'il en devient et qu'est-ce qui devient aussi de cette pluralité, de cet artiste presque autodidacte qui aurait des choses à amener. Si on est tous des docteurs, je pense que on arriverait peut-être on arriverait à niveler malheureusement les pratiques artistiques et à arriver à des sortes de malheureusement voilà, de discours répétés et un peu neutre et stylisé, on va dire. Donc voilà, on tuerait un peu la singularité de chaque. Ce qui est un artiste qui est là pour amener autre chose et avoir un discours novateur sur